Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 juin 2024 et ça continue à taper sur la technologie. Donc c'est une sale journée qui vient de se terminer pour Nvidia, mais pas que pour Nvidia puisque tout le secteur de l'intelligence artificielle est donc sous pression depuis jeudi dernier. Alors on pensait qu'il y avait un effet à échéance, mais ça continue encore. Alors on peut chercher les raisons, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de nouvelles qui justifieraient cette prise de profit, si ce n'est le fait qu'il est peut-être temps de prendre les profits. Et il est peut-être temps de prendre les profits puisqu'on vient de terminer un semestre, qu'on attaque un nouveau. Alors c'est vrai, on est encore en juin et techniquement le semestre commencera le 1er juillet. Mais en même temps, comme on a eu l'échéance de vendredi, on se dit que tout le monde a déjà préparé ses positions pour la suite et que finalement la tendance serait plutôt aux prises de profit ou alors à la rotation de secteur. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est terminé pour l'IA? Est-ce que finalement cette belle aventure prend fin? On se pose la question, on essaie d'y répondre, mais pas sûr qu'on y arrive. Donc Nvidia s'est pris pas loin de 7% dans les dents hier soir. On a un total de 14% de baisse depuis jeudi dernier. Donc on est rentré dans une zone de correction. Et du coup, bien évidemment, tout le monde se demande s'il faut buy the dip ou s'il faut simplement attendre que le couteau arrête de tomber. Alors perso, moi je suis plutôt quelqu'un de pas très téméraire. Et comme disait mon père à l'époque, vaut mieux être un trouillon vivant qu'un héros mort. Donc du coup, je vais quand même attendre de voir si ça continue à mettre la pression sur Nvidia. Donc on ne rattrape pas un couteau qui tombe, on attend de voir à quel moment les vendeurs vont se fatiguer pour savoir si on peut reconstruire. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose là derrière? Est-ce que vraiment il y a un truc de moche qui serait caché à l'intérieur de Nvidia? Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense simplement que vous avez une boîte qui a fait 200% sur le premier semestre, il est difficile de dire « Ah bah je vais continuer à m'asseoir dessus, puis ça va bien se passer derrière ». Imaginez aussi que ceux qui en ont depuis 6 mois, ils peuvent quand même se dire bah, « Je vends la moitié et puis le reste, ça me coûte rien, quoi, voire moins que rien ». Résultat, il y a peut-être eu simplement quelques prises de profit qui se déclenchent par rapport à ce changement de semestre et les gens se repositionnent peut-être tout simplement sur des valeurs un peu plus value puisque finalement on rentre quand même dans une période assez compliquée. D'abord l'été ce sera plus calme donc on a moins envie de stress et puis à côté de ça vous avez quand même pas mal d'échéances politiques qui sont en train de nous tomber dessus. La première ce soir avec le débat des trois candidats à la victoire à ces législatives. Et puis après, bien jeudi soir, on aura encore notre fameux débat politique entre Trump et un Biden en carton. Résultat, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc on peut aussi comprendre que les gens se disent bah je sors des trucs hyper agressifs qui ont cartonné ces temps pour aller me positionner sur autre chose. Il y a un autre fait qu'il faut quand même citer parce qu'on en parle un peu dans les médias, c'est que monsieur Jensen Huang a quand même vendu ses propres actions, une partie de ses propres actions. Et on a vu que finalement, le nombre d'insider selling, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de la société depuis longtemps et qui sont considérées comme des insiders, ont vendu quand même pas mal d'actions depuis le début du mois de juin et ça correspondait plutôt avec le plus haut de tous les temps sur Nvidia. Donc on peut se dire peut-être que les gars, ils savent quelque chose. En l'occurrence, c'est pas exact. Simplement, quand vous êtes un insider, vous avez le droit de vendre des actions de votre propre société. Des fois, il faut juste quand même vivre, acheter un yacht, acheter une maison, acheter un building à New York, enfin des trucs simples. Donc, du coup, ils sont quand même un peu obligés de vendre leurs actions. Mais comme ils sont insiders, ils peuvent pas juste les vendre. Ils doivent prévenir, faire des plans de vente réguliers. Et c'est ce qu'a fait Jensen Huang. Et les autres insiders de Nvidia, ils ont vendu régulièrement depuis quelques temps. Et quand vous regardez les proportions, en quelle proportion ça a été fait, on peut clairement se dire que les gars, ils ont juste récupéré un peu de cash avant les vacances pour aller payer le restaurant à Capri ou des trucs comme ça. Donc du coup, on sait pas, mais a priori, c'est plutôt pour ce genre de choses. Si vous regardez par exemple Jensen Huang, il a vendu 720 000 actions de Nvidia. Je crois qu'il en reste 85 millions ou un truc comme ça. Donc proportionnellement, c'est pas non plus la folie. Et 720 000 actions de Nvidia, il a touché un peu moins de 100 millions d'euros. Donc à peine de quoi tenir jusqu'au mois de septembre. Donc résultat, forcément, il y a eu cette espèce de peur qui a peut-être aussi aidé les gens à dire bon allez, moi je prends les profits. Mais à mon avis, c'est un peu injustifié. Aujourd'hui, tous les analystes sont sortis. Donc depuis 2 jours, c'est la folie parce que tout le monde a upgradé Nvidia dans la hausse. Aujourd'hui, 90% des analystes sont sur buy avec des targets plus hauts. Car c'est clair que si tout d'un coup elle perd 14%, c'est oh putain. Bref. Oups, je suis trop bullish dessus, donc il faut que je me pose des questions parce que ça commence à baisser, ça m'arrange pas. Alors comme ça, ils arrangent pas, il y a une grosse partie qui sont arrivés en disant « Ouais, il faut acheter sur faiblesse, c'est l'opportunité d'une vie ».
peut-être qu'ils ont raison. Et puis il y a d'autres qui disent oui, mais ça n'a quand même pas si bon marché que ça. Et puis il y a la malédiction Cisco. Alors la malédiction Cisco, pour ceux qui étaient là en l'an 2000, eh bien à un moment donné, Cisco, on pensait que c'était la révolution, le truc qui n'arrêterait plus jamais de monter, parce que les réseaux c'était l'avenir, parce que les switches de Cisco c'était l'avenir, blablabla. En gros, un peu le même narratif qu'on peut avoir sur certains aspects de Nvidia. Alors oui, bien sûr, c'est pas pareil, parce que cette fois c'est différent, on va pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas là pour dire que l'avenir de Nvidia est le même que Cisco, mais dans le marché, on se pose quand même des questions. On se pose quand même des questions parce qu'en termes de valorisation, en termes de metrics, aujourd'hui, Nvidia est beaucoup plus valorisé que ce que Cisco ne l'était au top du top du top de l'an 2000 avant qu'elle se pète la gueule de manière assez conséquente. Donc du coup, on fait des parallèles. On parle de malédiction, ou il y a quelqu'un qui a peut-être fait du vaudou sur Nvidia. On ne sait pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, on s'interroge et on se demande ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc on a un petit peu peur. Bien sûr, on va pas comparer ce qui est pas comparable, c'est pas le même business, c'est 25 ans plus tard, il y a plein de choses qui se sont passées entre deux, mais voilà, on a un peu des comparaisons qu'on peut faire comme ça, qui nous disent attention, c'est pas cadeau. Il y a aussi un truc assez simple, qu'on regarde quasiment jamais, mais ça ressort un petit peu en ce moment. Si vous regardez l'écart entre le prix du titre aujourd'hui et la moyenne mobile des 200 jours sur Nvidia, on est à quasiment 100%. Vous avez 100% d'écart entre ce niveau de moyenne mobile très important, qui est la 200 jours, très important pour les investisseurs, et le prix du marché. Alors on peut se dire, bon, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on compare avec le reste, avec le passé, et quand on regarde le nombre de fois où il y a eu des sociétés qui se sont écartées de plus de 100% ou de près de 100% de la moyenne mobile des 200 jours, ben on se rend compte que ça n'est jamais arrivé. Alors comme c'est jamais arrivé, on se dit, alors jusqu'où ça va aller? Bah simplement, pour l'instant, on est dans une zone qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas comparer, en tout cas de ce point de vue graphique. On sait aujourd'hui que Cisco s'est arrêté à 80% d'écart avec la moyenne mobile des 200 jours en l'an 2000. Aujourd'hui, on se demande si Nvidia va s'arrêter à 100, à 120, à 130, à 150 ou à 200% de sa moyenne mobile. Ça veut dire simplement que l'accélération est monstrueuse et qu'à un moment donné, il y a un effet attraction terrestre qui peut quand même se justifier et qui peut justifier un retour qui ressemble peut-être à ce qui s'est passé hier, vendredi et jeudi dernier. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai assez parlé de Nvidia pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez déjà deux camps qui s'affrontent, ceux qui disent que ça va remonter très très vite et qu'il faut surtout pas rater l'occasion, et ceux qui disent que c'est pas cadeau. Mais il y a personne qui est entre les deux en se disant peut-être qu'on a juste besoin d'une phase de consolidation, et puis qu'après les choses repartiront à la normale parce que tout va bien, et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quand même le Skynet de demain. On se réjouit. I'll be back. Autrement, on parle aussi beaucoup, évidemment, de politique en France, tous les jours, il y en a toujours un petit peu plus. Alors, il y a le marché français a rebondi. Le marché français a rebondi parce qu'en fait, on a le Rassemblement National qui fait un espèce de push pour dire on est des mecs sympas, vous inquiétez pas, on va pas tout massacrer. Le boulot fourni par Bruno Le Maire. Bon, en même temps, vu le boulot fourni, bref. En tout cas, ils sont en train de faire une opération séduction pour dire aux investisseurs, non mais vous inquiétez pas, on va pas juste massacrer l'économie sous prétexte qu'on est au pouvoir. Donc, ils sont en train d'essayer de rassurer tout le monde. Ils ont fait 2-3 commentaires plutôt encourageants. En gros, on a l'impression qu'ils vont faire du Macron un petit peu différemment, avec des règles un peu différentes, on va dire. Donc, pas franchement des énormes surprises. C'est en tout cas ce qu'ils ont envie de vendre au marché pour l'instant. Alors, est-ce que le marché va les croire? C'est autre chose. Hier, on pouvait se dire que visiblement, ils sont en train de les croire. Mais il faut aussi noter qu'il y a des sondages qui montrent que clairement, le RN n'aura pas la majorité absolue lors du week-end du 7 juillet. Ce qui veut dire que Jordan Bardella sera Premier ministre, mais s'il accepte le job, bien qu'il ait dit qu'il ne le voudrait pas, s'il n'a pas la majorité, et s'il accepte le job, eh bien, il va devoir gouverner avec une majorité relative. Résultat, ça sera un petit peu plus compliqué de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, du coup, c'est ça, probablement, qui a rassuré les marchés. On a vu, donc, du coup, que c'est bien remonté au niveau des bancaires, c'est bien remonté aussi au niveau des pétrolières à droite à gauche. Donc, finalement, on se dit, voilà, ça va un petit peu mieux, on est un petit peu plus rassuré. On espère que ça va bien se passer. Maintenant, il y a un gros débat ce soir entre les trois. Et résultat, on verra ce qui peut en ressortir de tout ça, mais ça risque d'être encore un petit peu shaky sur la France jusqu'au lundi matin 8 juillet, où là, on y verra vraiment plus clair. Donc pour l'instant, on a un peu un pending sur la France, mais hier, on rebondissait derrière les marchés européens, étaient plutôt bien disposés durant la séance d'hier. On notera encore un truc sur Eurofins Scientifique en France. Et il y a la société Muddy Waters. Alors Muddy Waters, vous connaissez, c'est une boîte qui vient faire du short selling, qui cherche des sociétés pourries,
et qui vient dire « Ouh, attention, ceux-ci c'est des méchants, faut tout vendre », eh bien ils se sont pris hier à Eurofins Scientifique en estimant que l'actionnaire principal est en train de siphonner la caisse de la boîte, que les comptes étaient truqués et que les revenus étaient largement exagérés. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. Le titre perdait 16% sur la déclaration de Muddy Waters, mais on sait aussi que Muddy Waters sont short sur le titre, donc évidemment on peut imaginer qu'ils ont tout intérêt à dire plein de choses mauvaises et que tout le monde les écoute pour l'instant, et comme le marché est relativement fragile, ça donne ce genre de résultat. Après, il y a plein de petites choses dont j'aimerais vous parler, mais en premier, c'est l'histoire de la Norin Chunkin Bank. Donc c'est une banque japonaise, excusez-moi si je n'ai pas prononcé correctement, c'est une grosse banque japonaise historique, qui est très très ancienne, et qui a annoncé hier qu'ils étaient dans une, on va parler français, hein, dans une merde noire, tout simplement, et qu'ils allaient devoir balancer une grosse partie de leur portefeuille obligataire. Résultat, ils vont balancer 63 milliards de dollars d'obligations d'État, américaines et européennes. Et donc du coup, c'est pas forcément des nouvelles extraordinaires, mais ce qui est assez fascinant, c'est que le marché n'en a encore une fois rien à foutre. Dès qu'on touche aux banques, tout le monde s'en tape. Il y a toujours ces 63 banques en difficulté aux États-Unis, mais on s'en fiche. Demain, il y a les stress tests qui seront publiés, mais on s'en fiche. On a une grosse banque japonaise qui part en vrille, mais on s'en fiche. Probablement qu'il pourrait y avoir de la contagion, mais on s'en fiche, parce que 63 milliards par rapport aux 34 000 milliards de dettes du gouvernement américain, on s'en fiche. Donc tout va plutôt pas mal du côté des banques, parce que quoi qu'on dise de bien, sur du bien ça monte, mais sur du mal, rien à faire. Notez quand même que la Norin Chunkin Bank, excusez-moi encore une fois pour l'accent, potentiellement a des grosses pertes à venir, et le gouvernement japonais est apparemment en mode surveillance pour pas que ça dégénère et que ça finisse en contagion. Mais voilà, pour l'instant, on s'en fiche. Dans les autres petites nouvelles du jour, on retiendra que monsieur Tom Lee, qui est juste le plus gros bullish de la planète, a annoncé hier que le S&P 500 irait à 15 000 pour la fin de la décennie. Donc avant-hier, on a eu Yardeni qui disait 8 000, on a un Tom Lee qui dit 15 000, et moi je vous dis on va à 20 000, comme ça, au cas où, c'est moi qui gagne. Notez aussi des articles qui commencent à circuler dans le Barron's ou dans d'autres médias américains, comme quoi les Américains sont en train de changer de comportement au niveau de la consommation. Et quand on dit changer de comportement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se serrer la ceinture parce que c'est un petit peu plus compliqué. Ce soir, on aura le Consumer Confidence qui va nous permettre de voir comment ce consommateur se ressent, se comporte et ressent les choses actuelles, et pour voir si on peut essayer d'en tirer quelques indices. Mais si lui commence à nous lâcher, on a vu des journalistes commencer à dire que potentiellement, des journalistes financiers, que potentiellement on approchait gentiment d'une récession induite par ces consommateurs qui changeraient leurs habitudes. On a Bank of America qui parie que l'or va aller à 3000. On a Novo Nordisk qui a annoncé qu'ils augmentaient encore la production de leurs médicaments contre l'obésité parce qu'ils sont débordés de demandes. Et puis on apprend aussi que les ventes de voitures électriques d'occasion sont en chute libre aux États-Unis. Alors pas forcément les ventes, mais les prix. C'est-à-dire que pour vendre une voiture électrique d'occasion aujourd'hui, c'est devenu mission impossible, tout simplement parce que les gens ne veulent plus de voitures électriques et ils sont en train de passer plus sur les voitures hybrides pour des raisons qu'on peut facilement comprendre. Donc c'est quand même des choses à surveiller. On voit que c'est en train de se dégrader semaine après semaine sur la thématique des voitures électriques. Alors je dis ça, je dis rien, mais il pourrait y avoir quand même pas mal de conséquences. Et on a vu aussi que depuis la période de la hype sur les voitures électriques qui date d'il y a 2 ans et demi en arrière, grosso modo, eh bien vous avez quand même pas mal de sociétés qui sont en baisse de 90-95%, voire certaines ont même fait faillite. Et donc il y a quand même des choses à surveiller. Parce que oui, c'est une solution, non, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais oui, il y aura peut-être des conséquences à moyen long terme. Côté chiffres économiques, aujourd'hui, on aura le PIB en Espagne, on aura la confiance du consommateur, très important aujourd'hui, et on aura aussi monsieur Bowman de la Fed qui parlera. C'est pas encore les grandes manœuvres au niveau des chiffres économiques. On aura aussi les chiffres de FedEx et les chiffres de Carnival qui seront publiés aujourd'hui. Ça aussi, ça nous donnera un petit peu une idée du comportement du consommateur. Pour FedEx, pour combien ils exportent, combien ils utilisent de cartons et combien de choses ils envoient à travers la planète. Et pour Carnival, combien de personnes ont encore envie de se payer des croisières de luxe. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. La journée pourrait être encore relativement calme. Je pense que ça va vraiment s'exciter à partir de jeudi. Hein. Forcément, les gros chiffres vont sortir jeudi et vendredi. Donc, profitez de la journée. Apparemment, il va faire encore beau aujourd'hui. C'est de la folie. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.